Cette semaine, Maurienne TV vous fait revivre une expérience immersive pour rencontrer l'icône de nos montagnes, le bouquetin. Dans ce nouveau Maurienne Reportage, nous nous sommes intéressés de la présence des bouquetins sur les hauteurs du village d'Hermillon. Et pour cela, Laetitia, notre JRI, a rencontré des spécialistes dans ce domaine de la biodiversité, l'OFB. Nous sommes en présence de Benoît Gaudron, chef de l'unité territoriale Chambéry-Maurienne à l'OFB. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, l'OFB ? Alors l'OFB, c'est un établissement public. Donc l'OFB déjà veut dire Office français de la biodiversité. C'est un établissement public en charge notamment de tout ce qui est police environnement et aussi tout ce qui est connaissance du monde vivant, notamment sur les bouquetins. D'accord. Donc historiquement, comment a été créé l'OFB ? Alors l'OFB, c'est un établissement public qui a été créé en 2020. En fait, c'est la fusion de deux établissements, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui était plus axé sur tout ce qui était milieu terrestre, et l'Agence française de la biodiversité, qui était axée sur tout ce qui était eau et milieu aquatique. Et en 2020, il y a eu une fusion de ces deux établissements, et en fait, l'établissement récupère l'ensemble de ces missions. Marc Tronel, vous êtes technicien de l'environnement à l'OFB, ici sur le territoire de Maurienne. Et donc vos missions concrètement sur le territoire, à quoi ça peut s'apparenter ? On a une grosse mission de police de l'environnement, donc la police au sens large, sur toutes les thématiques que peut regrouper le code de l'environnement, à savoir les pollutions, les contrôles des usagers, notamment au niveau de la pêche, de la chasse. Et voilà, en gros pour la police. Et après, on a tout un volet technique avec des inventaires, du suivi de faune, mais aussi avec un avis, la rédaction d'avis techniques sur divers projets ou divers travaux qui peuvent impacter l'environnement. D'accord, super. Et par exemple, est-ce que vous pouvez me décrire une journée type dans votre métier ? C'est très très varié, on est vraiment très polyvalent. Donc on essaie de suivre un planning avec des missions bien définies, mais bien souvent c'est des missions qui se dessinent un peu au jour le jour en fonction des actualités, des appels qu'il peut y avoir au bureau, notamment au niveau des pollutions ou des signalements de choses diverses, comme par exemple un cadavre d'animaux à aller voir, expertiser, ou une pollution, donc quelque chose de très ponctuel. Et à ce moment-là, il faut se déplacer. Sinon, après, une mission type, selon les périodes, donc c'est quand même souvent axé beaucoup sur de la police, comme je vous l'expliquais précédemment. Et donc, en fonction de la période, si la chasse est ouverte, ce sera plutôt axé sur la police de la chasse. On a aussi un volet sur tout ce qui est circulation des véhicules à moteur, notamment, et les impacts que cela peut avoir sur le milieu montagnard, comme ici. Voilà, et après, on a tout un volet aussi de suivi de faune, notamment en hiver, on fait beaucoup de suivi sur l'espèce loup, donc à chercher des traces, à enlever des pièges photos sur cette espèce, et après sur d'autres espèces comme le bouquetin, on a aussi un suivi visuel des populations, de l'état un peu des populations, l'état sanitaire, mais sur un aspect plutôt visuel, donc sans aller dans le détail. Après, on a d'autres comptages sur le tétralyre, par exemple, au printemps. Voilà, donc il y a tout un tas de missions qui s'échelonnent en fonction des saisons et de l'année. Carole Toigo, bonjour. Vous êtes chargée d'études et de recherche sur la biodémographie des ongulés de montagne. Et donc là, on est en train d'observer les bouquetins et je vois que vous utilisez beaucoup les jumelles. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour observer les bouquetins finalement ? Bon, pas vraiment, on utilise beaucoup les jumelles et les longues vues. Mais comme vous l'avez vu là, c'est une espèce qui est facilement approchable et on n'a pas du tout besoin d'autres outils pour les observer. D'accord. Et donc facilement approchable, est-ce qu'il n'y a vraiment rien à craindre à s'approcher d'aussi près des bouquetins ? Non, les bouquetins c'est une espèce sauvage quand même, donc leur première réaction, ça sera de fuir l'homme quand on arrive trop près. Après, il faut pas s'approcher des bouquetins quand même s'ils se laissent facilement approcher. Il y a quand même une zone de quiétude à respecter pour leur bien-être.
Tout à l'heure, on parlait de l'âge des bouquetins. Il y a une technique bien spécifique pour estimer leur âge. Comment est-ce qu'on peut faire? Oui, avec les cornes, en fait, donc c'est des cornes, c'est pas comme les cervidés, ça tombe pas chaque année, donc ça pousse chaque année. Et en hiver, comme il n'y a pas assez de ressources alimentaires, la croissance des cornes s'arrête. Et du coup, ça fait un sillon qui est très très visible sur la face arrière des cornes. Et de compter le nombre de sillons, ça nous donne l'âge très précisément. Là, on est sur un terrain un peu pentu pour pouvoir les approcher. C'est des animaux qui vivent essentiellement sur des terrains pentus. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Alors, c'est un animal qui est vraiment très adapté aux rochers. Donc, c'est un grimpeur exceptionnel. Et sa zone refuge de prédilection, ce sont les falaises rocheuses très raides. C'est l'endroit où il va se réfugier quand il se sent en danger. Donc là, on les a vus sur un plateau herbeux très plat. Ce qui peut paraître étonnant pour l'espèce, mais tout autour de nous, il y a des falaises très raides, rocheuses, dans lesquelles il peut se réfugier, et ça explique qu'il puisse venir sur ces zones plates et dégagées, parce que très rapidement, il pourra aller se mettre dans une zone refuge si jamais il y a un danger qui arrive. D'accord, donc un danger, on peut tout de suite penser à un prédateur. Quels sont les prédateurs principaux du bouquetin? Alors déjà, un danger, c'est pas forcément une prédation active, donc l'humain, déjà, quand on arrive trop près, ça va les faire fuir et aller se réfugier. Et puis maintenant, il y a le loup qui est là, même si le bouquetin n'est pas sa proie de prédilection, justement parce que il est gros, il peut se défendre et puis il va très facilement se réfugier. Donc derrière nous, on a la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. On est quand même relativement proche des habitations. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler encore d'animal sauvage quand on parle du bouquetin, de les voir aussi près et aussi proche des habitations? Alors ça serait une grande question philosophique, mais oui, bien sûr. Donc là, ils sont près des habitations parce que le milieu est propice. L'herbe vient de pousser. Dans la montagne, c'est encore tout grillé par la neige, même si on a eu peu cette année. Donc ils suivent la ressource. Et on est près des habitations, mais on est quand même entouré de barres rocheuses dans lesquelles ils peuvent se réfugier facilement. Donc oui, la question de la naturalité en France, elle est vague, mais oui, bien sûr, c'est encore un animal sauvage. Et donc dans Beldon, où on les suit précisément avec du marquage et des colliers GPS, on a une partie de nos études qui cherche à voir l'impact du dérangement touristique, du dérangement humain, donc par les trails, par les randonneurs sur les sentiers. Et même sur cet animal qui n'a pas peur de l'homme, qu'on peut approcher très facilement, on voit quand même une réponse très marquée des bouquetins dans la distance au sentier en fonction de la fréquentation touristique, donc en fonction des saisons et puis en fonction des heures de la journée. Donc oui, même si on peut l'approcher, si on a l'impression qu'on le dérange pas, on le dérange. Il y a une zone de quiétude qu'il a besoin de respecter, que nous avons besoin de respecter pour lui. Mais en tout cas, il y a une espèce de couloir de la peur qui est très prégnant. Donc là, on est plutôt sur une période de début de printemps où les gens vont recommencer à sortir et à se promener en nature. Et donc, on va forcément être amené à rencontrer des bouquetins. Est-ce qu'on peut donner un conseil aux gens pour ne pas déranger les bouquetins quand on en croise? Oui, c'est des conseils qui tombent sous le sens. C'est de rester sur les sentiers, pas essayer de s'approcher pour prendre des belles photos. De toute façon, on sera suffisamment proche. Et puis surtout tenir les chiens en laisse pour éviter tout comportement de prédation par les chiens et de fuite forte par les bouquetins. Donc là, on rentre dans une période où on peut en croiser assez facilement. Je pense par exemple en plein été, on en croise plus difficilement. Où est-ce qu'ils vont et finalement, quel climat est-ce qu'ils recherchent? Oui, alors le bouquetin, il a un comportement saisonnier très très marqué. Donc là, effectivement, au printemps, ils descendent dans les fonds de vallée, ils se regroupent en grands groupes en plus, donc ils sont très très visibles et très approchables. Ensuite, en été, ils montent en altitude, où ils peuvent même migrer très très loin. Ils ont vraiment des quartiers saisonniers très 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 différents.
Et en tout cas, ils montent en altitude à la fois pour suivre la ressource. Donc l'été, l'herbe est plus verte en haut. Et ils cherchent aussi beaucoup de refuges thermiques. C'est vraiment une espèce qui craint la chaleur et qui va du coup chercher un refuge thermique en haut, sur les crêtes ou dans les versants à l'ombre. Et effectivement, l'été, on les voit beaucoup moins, notamment dans la journée, parce que ils se reposent et ils vont se mettre dans des coins à l'ombre. C'est ce qu'on appelle la thermorégulation comportementale pour gérer les fortes chaleurs. Donc le bouquetin, on a beau être à proximité d'eux régulièrement, on rappelle quand même que c'est une espèce protégée. Oui, tout à fait. Le bouquetin, c'est une espèce protégée. Et donc, il y a certaines règles qui s'appliquent. On parlait de comportement pour pas les déranger au niveau de la biologie d'espèce, pour éviter que, effectivement, au niveau de l'énergie dépensée pour se déplacer, ça va compromettre parfois leur survie. Mais il y a aussi un volet réglementaire. C'est-à-dire qu'une espèce protégée, bien sûr, on ne veut pas la chasser, mais également quand vous trouvez un cadavre d'animal, par exemple vous trouvez un bouquetin mort, vous n'avez pas le droit de déplacer le cadavre, vous n'avez pas le droit de prendre les cornes pour en faire un trophée. Tout ça constitue des infractions au niveau de la loi. Voilà, ce sont des délits pénaux. Et donc le réflexe à avoir quand vous trouvez soit un animal qui se trouve qui est moribond, qui est en mauvais état sanitaire, ou alors un cadavre de bouquetin, c'est contacter nos services, au service départemental de la Savoie. Et nous, on se déplace et après, on l'emmène effectivement au laboratoire départemental pour faire souvent des analyses au niveau du suivi sanitaire. Et donc avec l'OFB, vous faites partie du réseau SAGIR, qui s'étend nationalement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, le réseau SAGIR, ce qui veut dire savoir agir, en fait, c'est un réseau c'est la surveillance de l'état sanitaire de la faune sauvage. Donc, ça concerne en fait plein d'espèces. Donc, bouquetin, mais on connaît par exemple la grippe aviaire avec les oiseaux. Donc, voilà. Mais sur le bouquetin, on participe aussi. C'est pour ça qu'on récupère des cadavres et qu'on les fait analyser pour vérifier que la population locale n'est pas malade, déjà. Et pour s'assurer aussi que s'il a un bon état sanitaire, il y aura peut-être moins d'interaction avec la faune domestique. Quels sont les cycles de reproduction chez le bouquetin ? Comme chez tous les ongulés des milieux tempérés, il y a, comme l'hiver, il y a très peu de ressources. Les petits peuvent pas être élevés en hiver, donc il y a les petits naissent au printemps. Donc chez le bouquetin, c'est tardivement par rapport aux autres espèces, même par rapport aux chamois. Ils naissent en juin, mi-juin, fin juin. L'explication, c'est que c'est vraiment une espèce inféodée à la montagne. Donc il faut que les petits naissent au moment où il y a le plus de ressources alimentaires et où il est de meilleure qualité pour que la femelle puisse assurer sa lactation et puis que le jeune puisse ensuite se nourrir d'herbes de fourrage très nutritif. Et donc le rut a lieu en décembre-janvier. D'accord. Et donc en termes de nourriture, on parle d'herbes. Est-ce qu'ils se nourrissent d'autres choses ? Ouais, ils sont surtout donc la base de la nourriture, c'est vraiment les graminées et les formes, donc toute l'herbe au sens large. Et puis ils peuvent se nourrir un petit peu de feuilles, ça dépend aussi du milieu dans lequel ils vivent. Mais vraiment la base, le fourrage le plus adapté pour eux, c'est graminées. Jusqu'à quel âge ça peut vivre un bouquetin ? Alors pour les mâles, donc il y a une petite différence entre mâles et femelles. Donc les mâles vivent dans Beldon, les plus vieux mâles marqués qu'on ait vus avaient 16 ans et les femelles 21. On se trouve juste devant un groupe de bouquetins. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on les laisse tranquilles. Quant à nous, on se retrouve à très bientôt dans un prochain Maurienne Reportage.